Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui êtes déjà connectés. Voilà, il est très précisément 17h45. Alors, on va attendre un tout petit peu que les uns et les autres se connectent et on va pouvoir démarrer. On attend 1 ou 2 minutes, voilà, que les uns et les autres arrivent. En tout cas, on salue déjà tous ceux qui sont présents. Alors, on voit pas mal, bien évidemment, d'institutions bancaires, hein, d'institutions financières. On vous salue tous, ce qui est normal compte tenu du sujet, à dire vrai. Et on va donc... on a des gens qui viennent d'un peu partout. On a des gens qui viennent de Monaco, pour Yvan, voilà. De France et de Navarre, de l'autre côté de la Méditerranée, voilà. Mais c'est un sujet qui est éminemment européen. Alors, c'est toujours intéressant quand on habite en dehors de l'Europe de voir un petit peu toutes ces normes européennes arriver. Voilà, donc c'est aussi intéressant de prendre le pouls de l'Europe à travers ce type de webinar. Donc, voilà, donc on attend encore 1 minute et après, on va démarrer. Alors, on essaye... Pour ceux qui sont déjà rompus à l'exercice de ces webinars, on essaye d'être ponctuel au départ et à la fin, voilà, pour respecter le timing, et nos 2 intervenants seront un peu timés, un petit peu rappelés parfois si effectivement ils ont envie d'en dire plus. Et il y en a à dire sur cette thématique. Yvan et Eric m'ont dit juste avant, faudra que tu nous freines un peu parce que on pourrait en parler pendant quelques temps. Alors, je fais un petit visu sur les participants. Voilà, écoutez, je propose qu'on démarre et on démarre bien évidemment par tout d'abord vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à vous tous. Un grand merci de vous être joints à ce webinar sur un sujet qui promet d'être passionnant, en tout cas passionnant pour en discuter. Pour la mise en œuvre, c'est parfois un peu plus compliqué, mais en tout cas pour échanger, c'est un sujet passionnant. Alors, ce webinar donc, qui porte sur la réglementation DORA et ce qu'on en sait à aujourd'hui, donc vous est proposé par l'AFGES, qui vous donnera bien évidemment à disposition le support que vous verrez à l'écran. Quelques mots sur l'AFGES pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes un organisme de formation spécialisé dans le monde financier, que ce soit assurance, banque et tous les autres prestataires dans les services financiers, y compris la population des fintech. On travaille donc avec un certain nombre de banques, également des superviseurs, donc en France et à l'étranger. Et on brosse en fait un certain nombre de thématiques qui vont des enjeux comptables, financiers, extra-financiers, aux enjeux prudentiels, aux enjeux de risque et de contrôle, et que ce soit des banques traditionnelles, des sociétés d'investissement, etc. Nous sommes sur tous les secteurs ayant trait aux acteurs financiers. Donc, venons-en maintenant au sujet qui vous intéresse, qui est le sujet du jour. Alors, je vais me présenter d'abord et puis je laisserai nos 2 intervenants d'aujourd'hui se présenter lorsqu'ils interviendront. Ça sera sans doute plus simple, donc je laisserai Yvan et Eric se présenter à leur tour lorsqu'ils interviendront sur cette thématique. Donc, quel est le programme de cette heure ensemble? On va parler donc de la réglementation DORA. DORA, c'est 3 mots-clés. C'est le mot digital, c'est-à-dire que ça a trait bien évidemment à tous ces enjeux de numérisation pour le secteur financier et tous les risques qui sont drainés par cette numérisation. Le deuxième mot-clé que vous aborderez avec nos intervenants, c'est le mot résilience, R pour résilience. Et donc, un des objectifs, c'est d'assurer la stabilité du secteur financier et donc de mettre en place des dispositifs qui, bien évidemment, permettent cette résilience. Et puis, l'autre mot-clé de DORA, c'est le mot A pour acte. Et c'est là où intervient l'enjeu réglementaire et on sera bien évidemment tout oui pour écouter notamment le point de vue d'Eric sur cette composante plus réglementaire, juridique, etc., notamment dans la relation avec les prestataires.
Donc, dans cette conférence, 3 grands points. On va, dans un premier temps, bien évidemment, rappeler qu'est-ce que c'est que ce DORA, qu'est-ce qu'il y a, les grandes composantes de cette réglementation, pour ensuite voir un petit peu plus précisément ces enjeux, notamment de contractualisation que ça va impliquer et les points d'attention. Et puis, nous verrons plus précisément quelques éléments des dispositifs clés et bien évidemment, nous verrons cette composante liée à la gestion des incidents majeurs, voir qu'est-ce que ça recouvre concrètement. Et puis, et non des moindres, pour les établissements financiers, pour le secteur financier, qui sort tout juste du guidelines de l'autorité bancaire européenne, qui date donc de 2019, et pour lequel le secteur financier a fait énormément de travaux pour se mettre en conformité. Ça sera intéressant, et c'est ce qu'aborderont également nos 2 intervenants, ce sera intéressant de savoir quel est le gap entre les deux et comment on peut s'appuyer sur l'un pour rebondir sur l'autre, quelles sont les différences, les similitudes. Ça sera aussi une thématique intéressante dans un contexte où on va chercher à optimiser quand même un petit peu les dispositifs en place, avec un petit bémol que vous rappelleront d'ailleurs nos 2 intervenants, c'est qu'on n'est pas encore à la fin de la connaissance du contexte normatif de cette réglementation. Donc, on parlera aujourd'hui eu égard à nos connaissances d'aujourd'hui et par rapport donc à ce qu'on peut appréhender de ces enjeux. Alors, je vais laisser la place bien évidemment à nos intervenants. Et la première question qu'on va se poser, et voilà, je vous laisse la place à l'un ou l'autre pour intervenir. La première question qu'on va se poser, c'est en fait DORA. De quoi on parle concrètement? Est-ce que on peut, pour l'ensemble de nos participants, repréciser un peu les grandes lignes de cette réglementation? Yvan, peut-être? Très bien, alors je vais me permettre de prendre la parole, Béatrice. Donc, je m'appelle Yvan Alioli, je suis consultant spécialisé en gestion des risques dans le secteur bancaire et dans la mise en place des dispositifs de contrôle interne. J'ai fait ma carrière au sein de différents cabinets de conseil comme PwC, KPMG ou APS Risque, et j'interviens depuis une quinzaine d'années maintenant pour l'AFGES en tant que formateur sur différentes thématiques ayant attrait à la gestion des risques et notamment des risques opérationnels. Voilà, alors pour introduire ce sujet, si on revient sur la genèse de DORA, ce qui semble intéressant, c'est, pour prendre un petit peu de recul, c'est bien de voir que dans le contexte Covid, finalement, on s'est aperçu que les établissements avaient démontré leur capacité de résilience opérationnelle. On a démontré que dans cette crise d'envergure, les établissements avaient activé avec grand succès leur plan de continuité d'activité, donc avaient fait preuve de résilience, et pourtant, la BCE note qu'aujourd'hui, le risque cyber, le risque informatique fait partie des principaux risques auxquels les établissements sont aujourd'hui assujettis. Les cyberattaques, les cybermenaces font partie du quotidien des établissements bancaires. Alors on peut s'interroger pourquoi aujourd'hui autant de risques de nature cyber. Eh bien finalement parce que d'une part les surfaces d'attaque en matière de risques cyber ont fortement évolué. Toutes les banques aujourd'hui ont des stratégies basées sur la digitalisation du parcours client, digitalisation des process internes, le télétravail, le recours à des prestataires externes, comme l'évoquait Béatrice dans le cadre de l'externalisation. Eh bien, ces 3 facteurs, lorsqu'on les lit, eh bien, on comprendra bien que finalement, on augmente fortement les surfaces d'attaque. Associé à cela des menaces d'un environnement géopolitique que l'on connaît tous naturellement, eh bien, on comprendra que le risque cyber est devenu aujourd'hui une des préoccupations principales des régulateurs. DORA, en quelques mots, DORA, donc ce qu'il faut retenir de DORA, tout d'abord en termes de planning, avant de revenir sur les 5 piliers, en termes de planning, comme l'a dit Béatrice, il faut retenir en fait 2 dates importantes. Dans le cas de DORA, en janvier 2023, entrée en vigueur du règlement, et 17 janvier 2025, mise en application. Autrement dit, les entités financières ont 2 ans pour se préparer en fait à la mise en place de ce règlement. La difficulté que l'on va avoir pendant ces 2 ans,
c'est que le texte lui-même, en fait, le règlement, est décliné en normes techniques et en guidelines, sachant qu'on a deux lots dans ces normes techniques et ces guidelines. Un premier lot dont les publications des documents en version finale a eu lieu mi-janvier 2024, et un second lot qui arrivera en fait au mois de juillet 2024. Donc il faut rester naturellement attentif à l'ensemble de ces textes de niveau 2 qui permettent eh bien, d'appréhender le détail et les explications du règlement. Sur le scope des entités concernées, peut-être un mot, Béatrice, parce qu'on l'a évoqué en introduction, le scope de DORA se veut extrêmement large. En fait, il y a 21 types d'entités qui sont visées par le règlement. Donc, naturellement, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les sociétés de gestion, les compagnies d'assurance, les courtiers, les établissements de monnaie électronique, les contreparties, les dépositaires centraux, les agents de notation. Voilà, donc le périmètre se veut extrêmement large. Et peut-être un mot aussi en termes d'introduction par rapport à la directive Nice 2, qui va être bientôt transposée dans la réglementation française. DORA se veut en fait un texte sectoriel et donc a vocation à être considéré, Eric nous le confirmera, mais comme un acte juridique qui prime sur la directive Nice pour le secteur financier. Voilà, quelques mots d'introduction. Maintenant, si on s'intéresse au règlement lui-même, donc le règlement DORA, en fait, il est basé sur 5 principaux piliers. Donc, ce qu'on va se proposer avec Eric, en fait, c'est que chacun d'entre nous puisse détailler ces piliers. Donc, le premier pilier, en fait, c'est la gestion du risque informatique. Donc, un certain nombre de principes, là, sont de nouveau évoqués dans DORA en matière de gouvernance, avec le rôle notamment du comité de l'instance en fait, de direction des établissements, un cadre de gestion des risques qui soit adapté et des mesures techniques de résilience qui soient harmonisées en matière de continuité d'activité, en matière de plan de secours, informatique notamment. Deuxième pilier de DORA, donc Eric présentera ce premier pilier. Deuxième pilier de DORA, la gestion des incidents, avec donc la mise en place de procédures, de gestion des incidents, une notion de catégorisation d'incidents majeurs au niveau de l'Union européenne et des modalités en fait de notification de ces incidents aux autorités. Donc on verra comment en fait classifier les incidents de sécurité majeurs, sur quels critères on les classifie et en fait quel est le processus de notification avec des timelines très précises en fait sur les moments où les incidents doivent être remontés. Troisième pilier de DORA, la notion de test de résilience opérationnelle. Donc là, ça a Eric présenté la batterie, la pluralité en fait des tests pertinents et notamment les tests de pénétration fondés sur la menace qui ne concerneront qu'une partie des assujettis à DORA. Quatrième pilier, la gestion de risques liés aux prestataires, aux tiers en fait. Donc on va voir que le périmètre de DORA, en fait, est plus large que le périmètre des guidelines EBA en matière d'externalisation qu'évoquait Béatrice. Et on verra comment le règlement aboutira à la mise en place d'une surveillance des prestataires informatiques européens qui seront considérés comme étant porteurs d'un risque systémique pour l'Union européenne. Et enfin, dernier pilier du règlement, en fait, la capacité, le fait d'augmenter, de renforcer les capacités défensives des établissements, des assujettis au travers en fait de l'échange d'informations. Donc voilà dans les grandes lignes la manière dont est en fait structuré le règlement DORA. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est que on rentre dans le vif du sujet, sachant que Eric va commencer par vous dire en fait ce que vous risquez si finalement vous n'êtes pas conforme à cette future réglementation. Donc quelles sont les sanctions en fait auxquelles vous êtes exposé? Merci Yvan. Effectivement, j'ai toujours le mauvais rôle en fait. Ça doit être par déformation professionnelle. Moi, je me présente rapidement. Donc Eric Barbry. Je suis associé au sein du cabinet Racine. Alors, j'interviens pas du tout pas du tout. J'interviens pas sur le monde régulé de la banque, au sens où j'ai des associés qui font ça très bien et bien mieux que moi. Moi, je suis l'un des 2 associés en charge de l'équipe IP, IT, Data. Donc, on fait de l'informatique, on fait des télécoms, on fait de la sécurité, etc. et des données. Et évidemment, dans l'équipe, on appréhende évidemment avec soin des réglementations sur la sécurité.
que ce soit, comme l'a dit Yvan, NIS 2 ou que ce soit DORA ou d'autres réglementations. Hein. Je veux dire, il y avait déjà le RGPD avant qu'on commence à discuter de DORA ou de NIS 2. Tout ça impacte fortement les entreprises en matière de mise en œuvre de règles de sécurité. Et puis, impacte surtout, alors c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, vous particulièrement, mais que d'autres vont apprendre à connaître à travers NIS 2, encore une fois, ou à travers le RGPD, c'est la relation entre le client et le fournisseur IT, qui devient aujourd'hui un sujet à risque, ou en tous les cas un environnement à risque. Donc, moi j'interviens, alors ne m'en voulez pas, ne m'engueulez pas non plus, s'il vous plaît, si je dis des énormités au sens régulatory, c'est encore une fois pas mon domaine. Mon domaine, c'est vraiment l'IT. Ceci dit, j'arrive à lire un texte, ce qui est déjà une bonne nouvelle, y compris sur des domaines qui ne sont pas les miens. Alors, j'arrive à lire un texte, mais je ne suis pas sûr de toujours comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je lis des articles sur DORA, j'entends à peu près tout et n'importe quoi sur le type de sanctions auxquelles vous allez faire face. Alors moi, j'ai une certitude, mais peut-être que vous me détromperez et encore une fois, allez-y avec gentillesse. Pour moi, il n'y a pas de sanctions dans DORA. En tous les cas, le texte ne comporte pas les sanctions. Donc, quand on dit c'est 2 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions, 2%, 20%, 10%, je sais pas où les gens ont trouvé ça, hein, mais peut-être que j'ai raté quelque chose. Ce dont je suis à peu près certain, c'est qu'on a des régulateurs, ça c'est sûr. Monde bancaire financier, on aura la CPR. Autres, on va dire notamment les gestionnaires. On va. Merci pour celui qui a enfin mis les slides en grand. Formidable. Donc, l'AMF pour d'autres régulateurs. Bref, tout ça est à peu près calé, même si on attend encore des arbitrages, notamment sur les risques de double qualification ou de double autorité. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a plusieurs guidelines, ou en tous les cas plusieurs éléments sur lesquels on peut travailler. Les notions clés, c'est surveillance, enquête, sanction. Donc, on est vraiment sur, je dirais pas une mise sous cloche, hein, parce que c'est déjà le cas, mais une surveillance effectivement des différents acteurs, des pouvoirs d'enquête et nécessairement des pouvoirs de sanction. Encore une fois, ces sanctions-là, aujourd'hui, on en a quelques-unes dans DORA. Hein. On a des sanctions de type injonction de mettre un terme à un comportement anormal, cessation temporaire ou définitive d'activité, mesures de nature à garantir le respect d'obligations légales. Bref, on a toute une palanquée ou une panoplie de sanctions, ce qui sera a priori le cas parce que Béatrice, tu nous as dit tout à l'heure ce que l'on sait aujourd'hui. J'ai bien retenu la leçon parce qu'effectivement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on aura demain. Et ce qu'on aura demain, c'est la nature des sanctions. On sait qu'elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Et c'est là où, j'allais dire, c'est un peu chaud, c'est dissuasive. C'est un peu un mode qu'on connaît moins bien que nos amis américains. Nos amis américains, ils ont un système, effectivement, qui est un système punitif. Alors là, il n'y a pas marqué punitif, il y a marqué dissuasif. Ça veut dire que quand même, on risque d'avoir des sanctions assez élevées. Et puis après, ce qui m'interpelle surtout dans cette réglementation, même si encore une fois, j'ai suivi il n'y a pas longtemps une formation, enfin une conférence de la CPR qui était extrêmement intéressante sur ce sujet. Il disait, mais ne rêvez pas non plus avec DORA. Hein. Je veux dire, ça change pas tout. C'est pas une révolution complète. Il y a déjà des choses en termes de sécurité, évidemment, en termes de gestion des prestataires extérieurs, comme tu disais, Yvan, qu'on appelle de l'externalisation dans la version actuelle. Mais ce qui est clair, c'est que on a un renforcement ou en tous les cas une pression énorme sur les organes de direction, puisqu'il suffit de lire l'article 5 pour se rendre compte que l'organe de direction, c'est véritablement l'entité qui va approuver, superviser et être responsable de la mise en œuvre de DORA et des différentes obligations en matière de sécurité. Quand on prend simplement le paragraphe 2A, moi, j'aimerais pas être organe de direction d'une entreprise soumise à DORA, puisque je suis en charge de la responsabilité ultime. Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par ultime. À mon avis, ils veulent dire total, parce que ultime, je ne sais pas ce que ça veut dire en droit. Et donc, on a cette pression sur les organes de direction, alors qui est déclinée à différentes autres obligations, hein, mais qui est un élément extrêmement fort de cette régulation. Et sur lequel on peut aussi, alors on le fera pas ce soir parce qu'on a évidemment pas le temps en quelques minutes pour gérer tout ça, mais il y a une question qui va être une question préalable
à tout ça et que m'a soufflé Yvan, donc à tout honneur, tout seigneur, ou à tout seigneur, tout honneur, et en tous les cas, je ne veux pas le plagier. Il m'a dit, mais c'est quoi un organe de direction? Il m'a dit, est-ce que tu pourrais me donner la définition juridique de l'organe de direction? Et c'est vrai que j'ai commencé à patauger, donc je te confirme, Yvan, que j'ai pataugé sur la question et que je patauge encore un peu, donc ça mérite qu'on la creuse. En tous les cas, il y a ce premier responsable, et puis il y a un deuxième responsable, et des gens qui ont du souci à se faire, ou en tous les cas qui doivent faire attention à ce qu'ils font, c'est les DSI et les RSSI. On a vu là récemment une boîte américaine engager la responsabilité pénale de son RSSI à la suite d'une intrusion, enfin d'un rançon logiciel. Alors on n'en est pas là, on n'est pas des Américains, ça arrivera peut-être pas demain matin. N'empêche que toujours dans cet article sur la gouvernance et l'organisation, vous avez quand même un article important qui dit que les membres de l'encadrement supérieur responsable des TIC rendent compte au moins une fois par an à l'organe de direction des constatations visées au paragraphe 3 et formulent leurs recommandations. En gros, ils doivent d'une certaine manière rendre des comptes et expliquer ce qui éventuellement, dans le cadre de la responsabilité et de la gestion de la sécurité, fonctionne pas bien ou doit être modifié. Voilà rapidement le cadre des sanctions. Merci Eric pour avoir brossé ce qu'on risque. Je pense que déjà il y a peut-être quelques RSSI ou quelques organes exécutifs parmi l'assistance qui sont en train de se poser la question de rester après ces propos. En tout cas, on a un peu de mal à trouver des RSSI, donc je pense que ça risque de se compliquer peut-être encore plus. Non, il faudra juste réguler. Voilà. Faudra juste réguler, il faudra définir des règles du jeu. Bien sûr, tout à fait. Alors, l'organe de direction doit être pris, j'imagine, au sens instance exécutive, par complémentarité avec les instances délibérantes, au sens de cette notion de responsabilité. Alors, je me tourne maintenant vers Yvan. La question, c'est bon. Non, vers Eric toujours. Alors Eric, je te laisse compléter. En fait, la question, c'est une fois qu'on a compris ce qu'on risque, c'est en fait, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on doit faire et comment on peut le faire? Qu'est-ce que ça va, en quoi ça va influencer nos process actuels, sachant qu'on a compris que c'était pas une révolution, et c'était une évolution, un renforcement. Voilà, c'est ça. Donc le point important, c'est effectivement, c'est pas comme tu dis, une révolution, c'est une évolution, mais c'est quand même une évolution relativement forte. Et une capacité à démontrer. C'est un peu comme le RGPD, mais sans que ce soit le RGPD. C'est-à-dire dans le RGPD, on a un truc qui est clair, qui dit vous devez démontrer votre conformité. C'est le fameux accountability. Là, c'est pas écrit, mais globalement, on comprend des considérants qu'on est un peu dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est à nous de démontrer qu'on a tout fait, et c'est pas au régulateur de démontrer qu'on a mal fait. Sur les obligations, Yvan en a parlé tout à l'heure, il y a les fameux 5 piliers que tout le monde a en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'un des éléments phares de DORA, c'est ce fameux cadre de gestion de risque. Alors, c'est quoi un cadre de gestion de risque? Pourquoi faire? Pour qui? Comment? Etc. Alors, l'objectif, c'est-à-dire, c'est quoi l'objectif poursuivi c'est qui la cible? La cible, c'est ce qu'on appelle les actifs informationnels et les actifs de TIC. Et on dit y compris les logiciels, les matériels informatiques, les serveurs, ainsi que tous les composants et infrastructures physiques permettant, tels que les locaux, etc., etc. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon actif informationnel, donc j'ai mon truc totalement digital, mes contenus numériques. Ça, c'est la première bulle. J'ai une deuxième bulle qui est ce qu'on appelle la sécurité logique, c'est-à-dire la sécurité, on appelle ça globalement informatique. Et puis, j'ai la sécurité physique. Alors, moi, je ne m'occupe pas vraiment de la sécurité physique. Ça m'arrive dans le cadre d'audit, mais je ne fais pas ça tous les matins. Par contre, effectivement, on a ce premier élément qui est le périmètre sur lequel on travaille, c'est nos actifs incorporels et nos actifs informatiques, que ce soit du matériel ou du soft. Le deuxième, pourquoi on doit les protéger? On doit les protéger pour garantir que ces éléments, donc ces éléments dont je viens de parler, sont correctement protégés contre les risques, y compris les dommages et les accès ou les utilisations non autorisées. Il n'y a qu'un mot qui me gêne un peu, c'est correctement.
Mais de la même manière que dans d'autres réglementations, on dit adapter, les moyens organisationnels cohérents, enfin cohérent, adapté, proportionné, enfin tout ça c'est bien gentil, mais après il faut faire appel à des spécialistes, hein, et notamment à Yvan, ici présent, pour savoir ce que ça veut dire correctement et quel est ce correctement par rapport au risque que l'on a, à l'activité qu'on a et aussi au statut qu'on a, puisque il y a une règle aussi dans DORA qui est celle de la proportionnalité. On n'est pas tous égaux devant DORA et on a en fonction de l'activité de l'entreprise et surtout en fonction de sa taille, effectivement, des mesures que l'on mettra ou que l'on ne mettra pas en œuvre. Donc là, on brosse un périmètre global. Et comment, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a presque un guide, hein, un catalogue de mesures en disant, voilà, écoutez, pour faire ça, au minimum, il vous faut des stratégies, des politiques, des procédures, des protocoles, des outils. Alors, je ne vais pas vous faire la totalité de DORA, mais en gros, pour faire simple, premier élément, il faut identifier et classer l'ensemble des risques que l'on a par métier. Il faut, par exemple, avoir une politique de sécurité des systèmes d'information, ce qu'on est supposé avoir. Il faut des politiques liées aux accès physiques et aux accès logiques, donc des politiques liées à tout ce qui est profil des utilisateurs, des politiques et des protocoles pour des mécanismes d'authentification, des politiques, des procédures de contrôle documenté, des procédures et des politiques sur la déconnexion instantanée. Il nous faut des politiques de continuité des activités, des plans de réponse, des rétablissements de TIC, des plans de continuité d'activité, des plans de continuité avec des tests de plans de communication en situation de crise. Enfin bref, vous avez compris à peu près en lisant ou pas les articles 8 à 15 à peu près de DORA, que vous allez être obligé de mettre en place un certain nombre de documents et de procédures que vous avez pour certains et que vous allez devoir contrôler, que vous n'avez pas pour d'autres et que vous allez devoir adopter. L'idée derrière ça étant de dire, 1, je veux une action, je veux que les entreprises agissent sur le sujet. 2, je veux qu'elles contrôlent ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'il y a des règles dans DORA qui veulent qu'on contrôle ces politiques en régulièrement. La troisième, c'est la détection. Je veux des outils qui permettent d'anticiper, de détecter au plus vite et au mieux les attaques sur lesquelles on sera victime. Je veux une réaction appropriée. C'est-à-dire je veux qu'on ait mis en place des trucs qui font que si jamais, malheureusement, malgré la détection, ça passe pas, on réagisse promptement. Je veux informer les autorités compétentes ou informer les utilisateurs s'il y a besoin. Et tout ça dans une espèce de politique itérative, puisque pour la plupart de ces procédures et de ces stratégies ou politiques, je suis astreint à une revue annuelle. Alors, dans certains cas, c'est pas annuel pour tout le monde. Encore une fois, ça dépend des tailles des entreprises. Mais en gros, pour faire simple, c'est action, contrôle, détection, réaction, information, le tout dans une revue annuelle. Ok, ben c'est déjà tout un programme, effectivement. J'avais commencé à noter un petit peu dans le chat un petit peu les différents éléments que tu évoquais. Puis après, j'ai arrêté, j'ai mis ETC. Voilà, pour toute la suite. Du coup, merci pour ces précisions, Eric, parce qu'on retrouve une logique dans cette réglementation qui est assez standard, on va dire, aujourd'hui dans effectivement les réglementations, dans cet objectif de responsabiliser dans la proportionnalité des dispositifs, à charge après pour les acteurs, si jamais il y a un scandale ou un problème ou je ne sais quoi, d'apporter la preuve qu'ils étaient au bon niveau, au bon dimensionnement, etc. par rapport à ça. Donc ta vision est très intéressante par rapport à cette réglementation, comment elle se situe dans ce contexte. Alors, tu as parlé notamment du périmètre, des logiciels, et le premier question qui vient du coup à l'esprit, c'est par rapport à tout ce périmètre, comment on se situe justement par rapport à tous les travaux qui ont été faits, les chantiers qui ont été faits sur l'externalisation, notamment avec des prestataires IT, dans le contexte du guideline de l'autorité bancaire. Donc là, c'est Yvan, je pense, qui va peut-être nous apporter des compléments d'informations sur similitudes et divergences quelque part entre DORA et le guidelines de la BE, sachant qu'on aimerait mieux que tu nous donnes plutôt des similitudes plutôt que trop de divergences. Mais néanmoins, on t'écoute. Mais il y en a beaucoup, Béatrice, je te rassure. Alors, oui, donc là, j'ai essayé dans
dans le discours et dans ce slide de présenter effectivement les zones de convergence qu'on peut avoir avec les guidelines de l'EBA en matière d'externalisation et ce qui nous semble être la lecture des textes et comme on le disait, des textes notamment d'application de niveau 2, des divergences par rapport aux obligations de l'EBA. Alors on va essayer en fait de dresser cette petite gap analysis à la fois sur les périmètres qui rentrent en fait dans le périmètre de DORA versus guidelines EBA, la problématique de gouvernance et de gestion des risques, le cadre de contractualisation, et là je laisserai ensuite la main à Eric pour le détailler, et puis le cadre de supervision par les autorités européennes. Alors tout d'abord sur le périmètre, donc on sait que les établissements ont passé énormément de temps et d'efforts et d'investissements en fait pour se mettre en conformité avec les guidelines de l'EBA liées à l'externalisation en 2019, donc elles avaient 2 ans pour se mettre en conformité avec le règlement. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que le périmètre en fait des prestations qui rentrent dans le cadre de DORA est différent de celui qu'on peut avoir dans les guidelines de l'EBA. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va parler dans le règlement DORA en fait de risque de tiers et on ne parle plus d'externalisation. Alors je ne sais pas pour ceux qui ont travaillé sur ces sujets-là, mais beaucoup de questions ont été posées dans le cadre des guidelines de l'EBA de savoir qu'est-ce qu'est une externalisation et notamment dans le cadre des services TIC, qu'est-ce qui constitue une externalisation ou pas. Donc je vais prendre quelques exemples. Les guidelines de l'EBA excluaient en fait précisément les services télécoms de l'externalisation, considérant en fait qu'il ne s'agissait pas d'activités que pouvait mener pour son propre compte l'établissement. Un établissement financier n'a pas vocation à être opérateur télécom. Donc de fait, on sortait par exemple les prestations télécom du périmètre en fait des prestations externalisées. On sortait du périmètre les installations de logiciels, progiciels qui étaient en fait installés sur les propres infrastructures des établissements, donc considérant qu'il s'agissait d'un achat standard et là aussi pas de sous-traitance. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que dans le cadre des guidelines liés à l'externalisation, eh bien on avait un périmètre finalement relativement restreint de prestations qui rentraient dans le scope. DORA nous parle de risque de tiers. Donc, on ne parle plus d'externalisation, on parle en fait de services TIC effectués par des tiers, et on a une liste dans les normes de niveau 2, en fait on a 17 types de services TIC qui sont évoqués comme étant dans le scope de DORA. Donc je vais en citer certains, les services de développement, les services de helpdesk, les services d'hébergement, d'infogérance, les opérateurs télécoms, les infrastructures de réseau, le hardware, les licences software, quel que soit leur mode d'acquisition, le consulting, le risk management, le project management et naturellement tous les services cloud. Donc en fait, ce qu'on est en train d'évoquer ici en termes de périmètre, c'est que le périmètre en fait, des prestations qui rentrent dans DORA est beaucoup plus étendu en fait, que le périmètre des guidelines de l'EBA. Ça veut dire que ça va demander beaucoup plus de travail de mise en conformité parce que le périmètre est élargi. Sur le caractère critique, puisqu'en fait on aura des exigences naturellement sur les services TIC en fait, qui vont soutenir des fonctions critiques, ce qui est intéressant ici, c'est que la définition en fait, entre les guidelines de l'EBA et DORA est la même, c'est-à-dire que on considérera en fait qu'une fonction est critique dès lors que, en cas de défaillance, eh bien, elle portera 3 types de risques pour l'établissement. Des risques en fait sur son PNL, donc en fait sur un risque de perte conséquent, des risques sur sa continuité de service et enfin des risques de non-conformité, c'est-à-dire qu'en fait la défaillance de la prestation aboutira en fait à ce que l'établissement ne puisse plus satisfaire à ses obligations réglementaires, aux obligations réglementaires qui s'imposent à elle. Donc là, en matière de définition sur cette notion de prestation critique, de fonction critique, les définitions sont exactement les mêmes.
Donc, premier point, un périmètre extrêmement élargi. On ne parle plus d'externalisation, mais de risque de tiers. En matière de gouvernance et de gestion des risques, là aussi, on a des choses qui sont relativement communes sur tout ce qui concerne en fait la politique de gestion des risques de tiers, politique d'externalisation, politique de gestion des risques de tiers. Donc là, les éléments constitutifs des politiques sont très similaires. Notions d'analyse de risque, là aussi, qui sont très proches, analyse de risque ex ante avant la mise en place des prestations, et puis analyse de risque récurrente tout au long du cycle de vie avec la prestation. Les typologies de risques qui sont évoquées sont là aussi communes. On parlera des risques naturellement de DICT au regard de la matière, mais on parlera aussi des risques de conflit d'intérêts, des risques de concentration de l'établissement lui-même sur des prestataires, des risques de subdélégation. On ne réévoquera ce sujet-là, mais donc dès lors que l'établissement eh bien, réalisera des externalisations en cascade auprès de ses prestataires. Donc on va dire que les notions de politique et d'analyse de risque sont très proches entre les deux textes. On parle aussi dans DORA d'un registre, alors là des différences qui sont quand même assez significatives. J'imagine que pour certains d'entre vous, vous avez œuvré à la mise en place des registres liés à l'externalisation. On parle aussi naturellement de registres dans le cadre de DORA, mais d'un registre en fait qui se veut plus détaillé. Alors je me suis amusé en fait à compter les champs qu'on avait dans l'un et l'autre des registres. Hein. Dans le registre des guidelines de l'EBA, je crois qu'on a une vingtaine ou une trentaine d'attributs en fait qui doivent être complétés, et on en a à peu près 80 dans le cadre de DORA. Donc en fait, le registre se veut beaucoup plus substantiel sur la nature des informations et les attributs qui doivent y être portés. À titre d'exemple, on devra dans ce registre faire un lien entre les services TIC et les fonctions critiques qui sont supportées, et on devra par exemple évoquer les notions de RTO, de DPO, d'impact en cas d'interruption d'activité. Donc, on devra faire un lien dans le registre en fait entre le plan d'urgence et de poursuite de l'activité, et plus particulièrement les business impact analysis qui sont menés auprès des métiers, et en fait les services TIC qui supportent en fait ces métiers. Voilà. Donc, le registre est beaucoup plus substantiel dans DORA, sachant que là aussi la chaîne de sous-traitance se veut beaucoup plus détaillée dans le registre DORA qu'elle ne l'est dans le registre des prestations critiques. Alors, je t'interromps juste, Yvan, oui. Pour une question. Après, il y aura une question que je poserai dans un second temps. Une personne qui s'interroge du coup si dans ce contexte, en fait, ce ne sont pas que les tiers les plus gros et ceux qui arriveront à se mettre en conformité qui résisteront, en fait, et les autres, en fait, on finirait par plus travailler avec eux, en fait. Alors, il est évident que, naturellement, les prestataires qui souhaiteront se mettre en conformité avec les exigences à la fois des guidelines de BA et maintenant de DORA, eh bien, la pression est de plus en plus forte et naturellement, il faut des moyens pour pouvoir se mettre en conformité du côté des prestataires. Voilà. Sachant que, naturellement, une partie du coût est peut-être aussi derrière répercutée sur les entités financières clients de ces prestataires. Et ça sera d'autant plus problématique pour répondre à cette question. On va le voir dans le quatrième élément de ce slide, mais que, eh bien, à terme, les prestataires, et c'est l'objectif de DORA, et en ce sens, on bouclera la boucle par rapport aux guidelines de l'EBA, les prestataires qui seront les plus communément utilisés en fait par les entités financières européennes, eh bien, seront considérés comme des prestataires critiques, comme des prestataires systémiques pour l'Union européenne, et feront l'objet en fait d'un cadre de supervision spécifique par l'Union européenne. Voilà. Et ils devront être contributeurs au paiement en fait de ce cadre de supervision. C'est pour ça que quand tu parlais aussi des aspects économiques, ils devront financer en fait cette supervision. Ok, je te laisse du coup finir cette slide pour qu'on puisse après avancer sur ces enjeux justement. Oui, voilà. Donc je voulais terminer avant la partie contractualisation sur la supervision. Donc comme je te le disais, un des objectifs poursuivis par DORA, eh bien, en fait, c'est de créer ce cadre de supervision européen. Donc, comment cela va se passer dans les faits?
On l'a dit, en fait, l'ensemble des assujettis à DORA vont devoir remplir un registre sur les prestataires de services TIC qu'ils utilisent, sur la base d'un certain nombre de critères qui sont évoqués dans le règlement, mais qui seront affinés au mois de juillet 2024 dans le cadre du second batch. Eh bien, on déterminera quels sont les prestataires les plus critiques pour l'Union européenne. Donc, on nous dira par exemple que le critère du nombre d'établissements qui sont clients d'un même prestataire participera à cette classification. On nous dira que si un prestataire preste pour plusieurs banques systémiques, eh bien, ça contribuera aussi à le qualifier de prestataire critique, le nombre de pays de l'Union européenne dans lequel il prestera, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères, en fait, qui sont définis. Et sur la base de la consolidation de l'ensemble des registres, en fait, des assujettis, en les croisant avec ces critères, eh bien, on déterminera une liste de prestataires portant un risque systémique pour l'Union européenne. Ces prestataires seront listés, une liste paraîtra au journal officiel, et derrière cela, eh bien, le cadre de supervision se mettra en œuvre. Donc, ce qui n'exonérera pas les établissements en fait, de contrôler encore ces prestataires, mais qui rajoutera une couche de supervision en fait, par l'Union européenne sur ces prestataires systémiques. Donc, on aura en fait deux approches de classification, une par rapport aux guidelines de la BE et une par rapport donc aux enjeux de DORA. Exactement, exactement. L'un dans une logique externalisation et l'autre dans une logique tiers. Exactement. Ok, très bien. J'ai peut-être une petite question avant qu'on rentre dans la contractualisation, parce que ça a quelque part un petit peu à voir, parce que c'est une question de périmètre. Il y a deux questions qui se posent sur le périmètre. Une première question de savoir si les établissements financiers qui sont basés sur le continent africain sont soumis à la réglementation DORA, et si un établissement de crédit en France qui travaille avec ces tiers, on est bien d'accord, quelle que soit la zone, la localisation géographique de ces tiers, sont-ils bien dans le périmètre DORA? Et une dernière question qui est aussi sur une question de périmètre, est-ce qu'une succursale qui est installée en France, un établissement de crédit pays tiers, est soumise également à DORA? Donc je laisse à l'un ou l'autre répondre à ces enjeux de périmètre. Alors pour la première question, Eric, je vais me permettre de répondre sur les tiers. Effectivement, les tiers qui sont hors UE sont concernés par le règlement DORA, sachant que dès lors qu'ils seront qualifiés de prestataires critiques pour l'Union européenne, il faudra qu'ils aient une filiale stable dans l'Union européenne pour que le contrôle puisse s'exercer. D'accord. Tu peux aussi répondre aux deux autres. Hein. Alors Yvan, vas-y. Alors la deuxième question c'était… Est-ce qu'une succursale d'établissement de crédit de pays tiers est soumise à DORA? Une succursale par exemple, une succursale en France d'un établissement, je sais pas, basé par exemple au Moyen-Orient. A priori, je pense que oui. A priori, je pense que oui. Je pense que oui aussi. La réponse est oui. Très bien. Et la dernière question, c'est un établissement, les établissements de crédit qui sont vraiment basés sur le continent africain. On peut penser, je sais pas, BMCE, BCP, Attijari, etc., notamment pour la partie Maroc. Est-ce qu'elles sont soumises à la réglementation DORA? Alors là… Sachant que c'est une réglementation à ce stade principalement européenne. Donc, et donc sous l'égide de la Commission européenne. Ce qu'on peut penser, c'est que à la rapidité avec laquelle ces pays-là digèrent les réglementations européennes, dans pas très longtemps, ils finiront par avoir peut-être un corpus réglementaire un peu équivalent et sans doute pragmatique et adapté aux enjeux de ces différents pays. Ça fera l'objet d'une transposition effectivement dans leur régulation nationale. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. La contractualisation maintenant, on va faire un petit zoom sur cette contractualisation. Il nous reste donc 15 minutes, ce qui va nous laisser le temps d'aborder nos 3 dernières thématiques. Donc la contractualisation et avant ça, les enjeux, voilà, des risques liés aux prestataires IT. Eric. On avait décidé avec Yvan de faire un petit zoom là sur 2 sujets, mais ça va être assez rapide parce que là encore, il y a des choses qui vous ont été dites il y a 2 secondes, mais qui sont extrêmement intéressantes, donc il faut juste les marteler un peu. La première, c'est, alors je suis désolé, j'ai eu le syndrome du traitement de texte, comme on dit quand on est vieux. J'ai mis 2 fois la même boulette, enfin la même boule ici.
ici, alors que celle-ci ne devrait pas s'appeler programme de test, mais elle devrait s'appeler gestion des risques liés aux prestataires tiers des services TIC. Donc, on vous a dit tout à l'heure ce que c'était que ces services TIC. Vous pouvez aussi vous renseigner à travers les définitions qui sont proposées. Hein. Un prestataire tiers, c'est quelqu'un qui effectivement propose des services TIC tels qu'on vous les a présentés tout à l'heure. Ce qui est important à savoir de manière macroscopique, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du cadre de gestion de risque en vous disant il y a des politiques, des procédures, des stratégies, des blablabla. Et il y a aussi à l'intérieur de ça la gestion des services TIC, tiers, puisqu'on dit les entités gèrent les risques liés aux prestataires tiers de services en tant que partie intégrante du risque lié au cadre de gestion de risque. Donc, ça veut dire que ça fait partie de cette gestion de risque dont je parlais tout à l'heure. Et après, on a un certain nombre de mesures qui, là encore, pour certaines, sont non pas du renouveau, mais du complément, et pour d'autres, sont un peu plus engageantes. Alors, j'ai essayé de vous les donner en 6 catégories. La première catégorie, Yvan en a parlé, c'est le registre qui va changer de dimension et pour lequel, finalement, on va se retrouver avec tellement de registres dans les entreprises que les registres, tu le registres, puisqu'il faut le registre des sous-traitants RGPD, il faut le registre des prestataires dans NIS2, il faut le registre des prestataires dans DORA. Ce qui serait bien, c'est éventuellement d'avoir un registre consolidé avec tout dedans, parce que le problème, c'est que chacun va y aller de son bout et qu'à la fin, on va avoir plein de trucs et une espèce de multiconformité, alors que globalement, éclaté par silo, hein, alors qu'on pourrait sans doute faire quelque chose de relativement homogène qui pourrait satisfaire tous les gens qui sont en charge de la conformité et pas que du DORA. Donc ça, c'est la problématique de l'identification des prestataires et de ce fameux registre. Le deuxième, qui sont, alors je vous ai même mis les articles pour aller plus vite, les articles 28, 4 et 5 de DORA qui vont toucher ce qu'on appellera les prérequis avant contractualisation. Alors là aussi, pareil, il y a une liste. Hein, il faut déterminer si le prestataire soutient ou non une fonction critique, évaluer si les conditions de surveillance en matière de conclusion du contrat sont remplies, etc. etc. Je ne vais pas tout vous détailler. Là aussi, il faut faire attention. Tous les prestataires TIC ne sont pas des sous-traitants sans RGPD, sauf qu'on les retrouve dans la liste de ce que disait tout à l'heure Yvan. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser les prérequis en disant ce qui est vrai pour le DORA peut être vrai pour NIS, qui peut être vrai pour le RGPD. Bref, peut-être pas la peine de multiplier les questionnaires à destination des prestataires. Et puis après aussi travailler sur la notion cette fameuse notion de périmètre de prestataire avec la question qui a été évoquée tout à l'heure, qui est en mettant des prérequis impossibles à satisfaire, on ne va finalement que permettre aux grosses boîtes d'IT de pouvoir répondre. Donc, il y aura sans doute ici un débat à avoir sur cette fameuse notion de proportionnalité. Ensuite, il y a un point qui me paraît très important. C'est à l'article 28.6, mais on le retrouve après dans la notion de supervision dont tu as parlé, Yvan. C'est l'audit et l'auditabilité des prestataires. Et là, j'insiste sur un point qui me paraît extrêmement important. C'est la pauvreté actuelle des audits réalisés sur les prestataires IT dans n'importe quel monde, y compris dans le monde bancaire. Le fait qu'on ait des clauses, des dispositions légales qui fixent des règles en matière d'audit, qui définissent des obligations contractuelles en matière d'audit, qui nous disent en gros ce qu'il faut faire, va immanquablement tomber un jour ou l'autre sur les entreprises qui ne font pas des audits. Alors, je sais, à chaque fois, c'est une charge. Bon, dans ces cas-là, il suffit de faire porter la charge sur le prestataire ou inversement. Mais il faut effectivement avoir parmi, pour moi, le cadre de gestion de risque, il y a nécessairement les stratégies d'audit, les politiques d'audit, les protocoles d'audit, c'est-à-dire qui on va auditer, quand on va auditer, comment on va auditer, à quelle fin on va auditer et qu'est-ce qu'on fait à la fin. Vous avez aussi des dispositions particulières qui sont importantes, qui sont liées à la résiliation du contrat et au fait qu'on veut évidemment pouvoir résilier un contrat de part et d'autre, puisque on n'est pas marié pour la fin des temps. Donc, à un moment, on peut se séparer. Soit on se sépare à la fin d'un contrat, soit on se sépare parce que les prestations ne sont pas bonnes. Mais en tous les cas, on a effectivement des règles liées à la résiliation.
On a aussi des règles liées à ce qu'on appelle la stratégie de sortie. Alors, j'aime bien ce mot parce que on a du mal avec les notions de réversibilité, on parle de portabilité, des fois on mélange les deux, ça finit toujours par T à la fin. Alors que là, au moins, stratégie de sortie, ça finit par I d'abord, et on voit bien de quoi on parle. Stratégie de sortie. Voilà. Je dois avoir une stratégie de sortie et on ne doit pas me laisser en plan. Et donc, je dois avoir, et dans les contrats, on va avoir des plans d'assurance sécurité nécessairement, mais on va aussi avoir des plans de stratégie de sortie qui vont s'imposer aux prestataires. Et après, alors pour les juristes de chez juristes d'entre nous, l'article qui est un article qui, moi, m'interpelle plus que l'autre, évidemment, c'est principale disposition contractuelle. Voilà, article 30, on vous dit principale disposition contractuelle. Les droits et obligations blablabla sont déterminés et les accords comportent au moins les éléments suivants. Et là, vous en avez une palanquée de A à I pour tout le monde et le 3 de A à je ne sais plus combien, F pour les critiques. Alors là encore, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tout, il nous faudrait une journée complète, mais c'est important d'avoir ces éléments-là parce que c'est important dans une négociation contractuelle. Il y a la rédaction et il y a l'explication. Et là, l'explication est relativement simple puisque la loi dicte les conditions dans lesquelles le contrat doit être rédigé. En tous les cas, certaines de ces dispositions doivent être rédigées, voire même les documents annexes. Le PAS, par exemple, vous le trouvez au 2.C. Les SLA, vous les trouvez au 2.D. Les KPI, vous les trouvez au 3.A. Bref, il y a une structure contractuelle à avoir et vérifier évidemment que vos contrats, avant la date fatidique, soient conformes à ces référentiels et que vos contrats actuels soient aussi conformes à ces référentiels pour ne pas avoir à les refaire en janvier 2025. Et comme le temps nous est compté, je vais aller très très vite sur cette partie-là. C'est la question des tests et de la résilience. Alors pourquoi ça m'intéresse? Encore une fois, je suis avocat de l'IT, mais je suis pas un spécialiste en sécurité des systèmes d'information. J'ai pas un métier de RSSI, j'ai pas passé de diplôme, etc. Par contre, encore une fois, je sais lire et surtout, j'essaye d'identifier le problème qu'on peut avoir derrière. Là encore, les programmes de test, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du cadre de gestion de risque. Donc, stratégie, politique, procédure, on doit avoir quelque chose autour des tests. Tout à l'heure, Yvan a parlé des tests, des pen tests. Je ne reviendrai pas dessus. Il y a toute une régulation sur les pen tests. Ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les types de tests auxquels on est confronté. On n'a pas que du pen test. On a, par exemple, de l'évaluation de vulnérabilité. Alors, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, la vulnérabilité, ça n'a rien à voir avec le pen test. Voilà. Là, on va regarder si, effectivement, par exemple, on patche bien et on impose bien les patchs de sécurité dans l'entreprise. Analyse des sources ouvertes, évaluation de la sécurité des réseaux, sécurité physique, logiciel de balayage, test de compatibilité, test de performance. Et puis 2 fois test de performance, donc là où j'ai du bug. Ça, c'est ce que techniquement, vous avez l'obligation de faire. Mais ça va avoir une incidence sur le juridique, en l'occurrence pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez 2 manières de faire les audits. Vous avez l'audit interne, l'audit externe. L'audit interne, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir nécessairement avoir une méthodologie d'audit en interne. Pourquoi? Parce que vous avez des règles à respecter. L'indépendance, le conflit d'intérêts, les moyens mis à disposition de l'auditeur. Si ça, vous ne le définissez pas, on aura un problème. Et le deuxième, c'est l'audit externe. On va passer par un prestataire extérieur. Là, il y a moins de... Il n'y a pas... A priori, si, l'indépendance, le conflit d'intérêts, les moyens, c'est la même chose, sauf que les moyens, là, c'est les moyens mis à disposition par le prestataire. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent des contrats, enfin moi c'est ce que je vois, des prestations de tests qui ne sont pas encadrées juridiquement. Ou quand elles sont encadrées juridiquement, elles sont mal encadrées juridiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les objectifs, il n'y a pas la définition des moyens, surtout il n'y a pas la responsabilité du prestataire. Parce que qu'est-ce que j'attends moi de quelqu'un qui fait un audit? C'est de me dire la vérité et surtout de m'identifier des zones de risque, puisque c'est celle-là que je vais devoir gérer. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se contenter d'avoir des contrats dans lesquels les auditeurs vous disent « Bon, voilà, je suis auditeur, je vous fais un rapport, mais si jamais il y a un problème, je ne suis pas responsable. Et si jamais j'étais responsable, je limite le montant de la responsabilité à une demi-fois le montant des sommes que vous m'avez payées. » Et là, c'est juste pas audible. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut un niveau d'exigence, il faut un niveau d'excellence au niveau des audits externes, au niveau des audits internes aussi, mais au niveau des audits internes, la règle se traitera plus devant les prud'hommes que devant le tribunal de commerce.
Et là, effectivement, il faut des contrats adaptés, ce qui manque un peu dans notre environnement juridique. Merci, merci Eric. Ben, du coup, ça va aussi se bousculer pour être auditeur interne sur ces sujets, je pense, après ce que tu as dit. Alors, il y a une question là, c'est peut-être Yvan ou Eric qui pouvait y répondre. La question, c'est donc le prestataire, il a lui-même des dispositifs de contrôle. Voilà. Alors, en général, on considère que c'est le N1 qui va être fait par le prestataire. Après, au niveau des établissements financiers, il y a du N2 qui va superviser un petit peu tout ça. Et donc, la question, c'est en fonction du niveau de risque de la prestation, est-ce qu'on peut se contenter en fait des résultats des contrôles qui seraient réalisés par le prestataire, l'obliger à nous donner ces résultats de ces contrôles, et ça nous suffirait quelque part. Si j'entends entre les lignes ce que tu dis, Eric, j'ai envie de dire non, parce que par définition, il faut faire un audit, et un audit par définition sera indépendant justement du résultat de ces contrôles. Mais quelle serait votre réponse à l'un ou l'autre? Alors, si je peux me permettre, oui. Tu veux y aller ou j'y vais? Non, vas-y, pardon. En fait, tout dépend du niveau des éléments mis à disposition. Si par exemple on est sur une certification, je pense à ISO 27001 et les autres qui sont liés au monde bancaire et financier, c'est-à-dire est-ce que on peut avoir mieux que ça? Je sais pas. Et est-ce que ça suffit? Quand moi je fais des audits de prestataires et que j'ai la chance d'avoir des prestataires qui ont un niveau d'exigence tel qu'effectivement ils sont certifiés, je suis pas, qu'est-ce que je peux chercher de plus, quoi? Voilà. Donc c'est cette première question. Après la deuxième, est-ce que ça marcherait si on avait un auditeur indépendant qui viendrait garantir sur sa vie que le prestataire est bon au niveau sécurité? Ça, les gens qui jurent sur leur vie, je m'en méfie comme de la peste. Et après, c'est vrai que je me sens plus à l'aise, mais ça, c'est mon côté protecteur des intérêts de mes clients. Je me sens plus à l'aise quand on fait, nous, un audit, quel que soit finalement le niveau de certification qui est celui du prestataire, pour s'assurer que il y a effectivement la certification, mais parfois ça suffit pas. La certification, c'est une chose sur le plan, par exemple, de la sécurité logique, mais on peut pas gérer la sécurité physique. Donc, il y a pour moi, même avec un niveau d'excellence en matière de certification, je pense qu'un audit, et je pense à des audits sur place, je pense pas à des audits documentaires, pour moi, s'impose. Ok. Merci beaucoup. Je rebondirais peut-être, Béatrice, en disant que la logique du régulateur, c'est bien de dire qu'on ne peut pas se contenter sur du moyen terme uniquement de rapports de certification, de rapports ISAE, etc. des prestataires. Voilà. C'est bien la philosophie en fait des guidelines de BA et de DORA. C'est un élément nécessaire mais pas suffisant sur le moyen terme. Merci pour ce complément, Yvan. Merci Eric pour ces explications. Du coup, on a deux derniers sujets à aborder, et surtout notre dernier sujet. D'ailleurs, non, il y a deux sujets, mais dans une seule slide. C'est cet enjeu donc de classification et cet enjeu de notification. Là, par contre, des incidents, puisque c'est quand même une des composantes importantes de DORA, c'est cette gestion des incidents majeurs. Lequel d'entre vous veut répondre à ce dernier enjeu de cette conférence qui va bientôt donc toucher à sa fin, mais il y a un sujet quand même important. Et Yvan le coupable. Voilà. Je me lance, mais si je comprends bien, j'ai plus qu'une minute, non? C'est ça? Non. Voilà, non, vas-y, je te donne 3 minutes pour. D'accord. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, dans le cadre de DORA, il y a aujourd'hui une visibilité intéressante sur ce qui sera considéré en fait comme des incidents majeurs. Alors, tout d'abord, il faudra que en fait, ne rentreront en considération uniquement les incidents en fait qui concernent les fonctions critiques, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, les autres incidents seront de fait écartés. Et sur ces fonctions critiques, eh bien, dès qu'un accident de sécurité se produira au travers d'un accès malveillant au système d'information ou au travers en fait de la définition de deux critères d'impact qui sont basés sur le nombre de clients, de contreparties impactées, sur les données qui sont impactées par cet incident de sécurité, par l'aspect réputationnel en fait qui peut être la conséquence de cet incident de sécurité, sur la durée, sur les zones géographiques de l'Union européenne qui sont concernées, et enfin sur les impacts économiques
qui se veulent très larges, à la fois perte et manque à gagner, eh bien, on considérera, si les seuils de matérialité sont atteints, en fait, il s'agit d'un incident majeur, de sécurité majeur, et qu'il donc doit être reporté sans délai auprès des autorités. En termes de délai de notification, donc on a 3 notions qui sont évoquées dans le texte. Le premier, c'est une notification initiale dans les 24 heures. Ensuite, un reporting intermédiaire dans les 72 heures et un reporting final qui devrait en fait arriver sous un mois avec naturellement un niveau d'information qui est distinct en fonction de ces 3 types de notifications. Et les assujettis devront aussi fournir un reporting annuel, un peu à l'instar de ce qu'on fait sur les états COREP pour les établissements de crédit, et bien fournir un reporting annuel sur les gains et les pertes agrégées de l'ensemble des incidents qu'elles auront subis en fait sur la période, sur l'année, avec une notion en fait de perte brute, de recouvrement, notamment par les assurances, et de perte nette. Ok, donc on retrouve là tous ces enjeux d'incidents sur des incidents qui sont quand même identifiés et collectés depuis assez longtemps par le secteur financier du fait de déréglementations sur le risque opérationnel. Mais on voit bien que DORA est en train de mettre le doigt là quelque part sur un des sujets qui a toujours été compliqué quand même à traiter, c'est ces notions justement d'incidents IT, d'incidents de sécurité, ne serait-ce que parce que c'est généralement piloté et détecté par des équipes qui sont souvent un petit peu à part, quelque part dans l'organisation. Je parle sous ton contrôle, Yvan, bien sûr. Mais du coup, on voit là que... Oui, mais voilà, je dirais qu'à l'instar des évolutions liées à DSP2, on a effectivement aujourd'hui des critères qui sont extrêmement précis et nul doute que en fait, les fonctions de risque opérationnel ont aussi leur mot à dire dans la remontée de ces incidents de sécurité. Puisque la nature des impacts et les critères d'impact, en fait, vont devoir faire intervenir certainement d'autres fonctions que les simples fonctions IT ou SSI. Voilà, quand on parle d'impact réputationnel, d'impact géographique, économique, sachant que l'impact économique est très détaillé dans DORA, à l'instar de PSD2, mais on parlera de coûts comptables, naturellement, de pertes comptables, mais on parlera de manque à gagner, de coûts d'opportunité, de coûts de non-qualité. Voilà. Donc, en fait, les métriques sont très précisément définies. Et donc, naturellement, ça fera interagir plusieurs fonctions, dont les fonctions de risk management et de risque opérationnel, pour, à mon sens, pouvoir qualifier ces incidents de sécurité. Ok, merci beaucoup Yvan pour ces précisions. J'aurais peut-être une dernière question. En écoutant au début, je me suis dit bon au niveau cartographie des risques, etc. Si c'est une évolution et pas une révolution, il y aura peut-être pas besoin de mettre de nouveaux risques. Peut-être qu'on pourra juste upgrader quelque part des risques déjà existants parce que voilà en brut ils vont prendre un peu de volume. Mais à la fin de cette présentation, je me dis mais en fait s'il y a peut-être quelques risques quand même qu'il faudrait avoir avec des libellés peut-être très spécifiques et adaptés aux spécificités DORA. Alors je me tourne peut-être plus vers Yvan. Est-ce que Yvan, il y aurait nécessité dans une cartographie des risques majeurs d'un établissement, par exemple, d'ajouter du fait de DORA un risque spécifique ou bien c'est juste un effet de levier sur d'autres risques déjà existants? Et ça sera ma dernière question. Voilà. Alors, ça dépendra, Béatrice, de la manière dont en fait est articulée la cartographie des risques de l'établissement, mais naturellement, il y a un impact sur les risques de non-conformité, puisque il s'agira d'être conforme à cette nouvelle réglementation. Donc forcément, la cartographie des risques de non-conformité sera impactée. Il y aura un impact sur la cartographie des risques opérationnels, puisque on l'a bien compris, les risques cyber, les risques informatiques, en fait, sont des risques du domaine du risque opérationnel d'un point de vue prudentiel. Impact sur les catégories des cartographies, aussi des risques informatiques, avec l'ensemble des analyses de risques qui doivent être menées sur les différentes prestations TIC. Donc oui, impact sur les cartographies des risques. Après, ça dépend naturellement de l'articulation des cartographies au sein de l'établissement. Ok. En tout cas, il me reste, pour respecter l'horaire, il me reste à vous adresser un grand merci, Eric et Yvan, un grand merci pour votre prestation, pour les éléments que vous nous avez apportés sur un sujet qui est donc, on l'a bien compris, évolutif, mais on commence à voir, au cas où on serait passé à côté de ce sujet, que c'est vraiment un sujet et qu'il faut le prendre à bras-le-corps. On a bien compris qu'il y avait un enjeu de responsabilité, d'abord, responsabilité de la direction générale,
générale, responsabilité des RSSI, des filières IT. Il y a un enjeu de périmètre important et il y a un enjeu de visibilité sur la qualité des dispositifs de maîtrise des risques, avec notamment le pilotage des incidents majeurs. Et enfin, et ça a été évoqué par tous les deux, il y a une vraie nécessité d'optimiser un petit peu un certain nombre de réglementations qui ont un petit peu la même philosophie, le même état d'esprit, pour éviter de se retrouver avec plein de cartos, plein de registres, plein de collectes des incidents, etc. Tout ça, effectivement, étant un petit peu chronophage, voire pouvant amener des incohérences qui ne seraient pas souhaitables. Voilà, bah écoutez, il nous reste à remercier également tous nos participants. Un grand merci d'avoir été présents aujourd'hui et puis d'être restés toute l'heure pour ces échanges avec Yvan et Eric qui étaient passionnants et surtout très intéressants. Merci à tous. Merci à leur merci parce que ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà. Bah en tout cas, merci à tous. Merci à tous. Très bonne soirée et voilà. Excellente soirée. Merci. Et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.